On n'y croit pas au fait de ne pas passer. Oui, après, on n'en sait strictement rien. D'accord. Euh, A priori, vous devriez le passer. Il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est mieux. C'est mieux pour la valorisation de votre diplôme. C'est mieux pour vous, à titre personnel, de vous dire que vous avez réussi un examen, qui n'est pas un examen facile, que plutôt que vous ayez votre diplôme sur juste une appréciation. Alors même si on peut compter sur la vigilance des personnes, des commissions qui octroient ou qui n'octroient pas les examens, mais malgré tout, je pense que vous serez certainement d'accord avec moi que pour vous dire que c'est mieux d'avoir l'examen quand on l'a passé. C'est beaucoup plus valorisant. Oui, je sais que les conditions n'ont pas toujours été très faciles cette année. Alors, je pense que malgré tout, si vous passez l'examen, ça sera pris en compte hein, obligatoirement. D'accord. Alors, peut-être plus d'indulgence, j'en sais strictement rien. Je ne fais pas partie des commissions de correction ni rien du tout, mais je sais, bon, voilà. Sachez que vous êtes tous logés à la même enseigne, tous les étudiants, et peut-être que chez Diderot, je ne pense pas qu'il y ait de rattrapage. Je ne penserais pas. Non, mais c'était marqué, parce qu'en fait, euh, c'était marqué sur Internet, mais quand on descendait plus bas, en fait, c'était marqué, c'était pour les personnes, en fait, qui, à cause du Covid, donc positif au Covid, la semaine de l'examen n'était pas là, ils avaient la possibilité de faire le rattrapage. Bon, Ouais. Claire, tu l'as raté, tu l'as pas. Voilà, oui, 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 bien sûr. Ça a toujours existé le rattrapage, mais uniquement en cas de maladie. Imaginons, vous avez un accident la veille de l'examen, d'accord. Vous êtes hospitalisé. Avec votre certificat d'hospitalisation, bien sûr, si vous n'avez pas assisté à l'épreuve, vous aviez une session de rattrapage. Ça a toujours existé. Et donc, cette année, je n'ai pas vu du tout d'informations là-dessus, mais a priori, votre collègue l'a vu. Si vous avez effectivement malheureusement chopé le Covid et que vous avez un test positif, je suppose, 3 4 jours avant, vous serez admise à passer la deuxième session, la session de rattrapage. En tout cas, ce n'est pas comme au bac ou comme dans d'autres examens, il n'y a pas de deuxième session si vous avez raté la première. C'est uniquement si vous l'avez raté pour raison médicale. Ça, c'est une chose. Donc, encore une fois, aujourd'hui, a priori, vous allez le passer, mais on n'en est pas sûr. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce livret d'examen, à quoi sert-il? Donc, il sert à vous attribuer le BTS si jamais vous ne devez pas le passer, ce qui a été le cas l'année dernière, par exemple. A priori, ça ne devrait pas être votre cas, mais rien n'est sûr. La deuxième chose, euh, c'est pour les personnes qui sont à la limite lors de l'examen. Imaginons que vous ayez passé toutes vos épreuves et qu'à la fin de vos épreuves, votre moyenne est de 9,95. A priori, vous n'avez pas votre examen. Vous pourrez certainement valider certaines matières, mais en tout cas, pas la totalité de votre diplôme. Une commission se réunit juste à la fin de la correction du dernier examen. Une commission se réunit et dit voilà, tous les gens qui ont eu, elle fixe un barème, tous les gens qui ont eu entre 9,90 et 9,99, elles vont passer devant la commission. Donc vous ne le savez pas, hein, vous ne le savez pas, vous n'êtes pas convié, rien du tout, vous n'êtes pas informé, mais une vingtaine d'enseignants se réunissent et examinent votre livret. Si votre livret fait apparaître que voilà, vous êtes plutôt une bonne élève, que vous avez été assidu, que vous avez eu des notes correctes, pas d'avoir 18, hein, mais même si vous avez eu 11 de moyenne en globalement et que vos appréciations des enseignants sont correctes et que votre taux d'absentéisme est relativement bas, la commission décidera de vous rattraper et de vous octroyer les 0,10 qui vous manquent ou les 0,05 qui vous manquent. Par contre, effectivement, à contrario, si votre livret scolaire fait apparaître des appréciations plus que moyennes, des notes très légères et un taux d'absentéisme relativement important, la commission dira bah non, c'est tout. Elle reste à 9,90 ou 9,92 et puis vous raterez votre examen pour 0,08 points, ce qui est vraiment dommage. Donc voilà l'importance de ce livret. Je vous dis ça parce que cette semaine, je vais remplir les vôtres. Donc, et que je vois que sur 60 élèves ou 50 élèves, 22, même pas 20 sont présents aujourd'hui. Obligatoirement, c'est ce genre de choses qui va influencer mon appréciation, en plus des notes. Puisque si vous aviez été mes élèves que je vous connaissais, comme j'ai eu les élèves de Lille, bon, voilà, je les connais, je connais leur niveau, je connais leur assiduité, etc.
clairement, il y a des noms. Vous savez, à Asna, il y a des noms que je vois tout le temps. D'accord. Je vais dire que, voilà, Virginie, je la vois tout le temps. Je dis Virginie, mais j'en vois plein d'autres. Je sais que Salah, il a un super niveau. D'accord. Je sais que Virginie, elle est tout le temps là. Je sais que Myriam, pareil, il y a des noms. Enfin, c'est ceux que j'ai là hein, dans le fil de la discussion, mais vous, c'est pareil, Asna. Je sais que Meïssa, c'est des noms qui me font tilt. Par contre, si effectivement je vois que, et c'est pas beaucoup d'entre vous, hein, mais vous ne m'avez rien rendu au premier semestre, au deuxième semestre, vous n'avez pas fait les QCM que j'ai donnés, ceux que moi j'ai donnés, et que je vous ai jamais vus, bah, je mettrai que je ne peux pas vous évaluer, c'est tout. Basta. Et après, Anne Coppola, je ne peux pas mettre une évaluation positive à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui est toujours présent, même qui ne participe pas forcément beaucoup, mais je sais que voilà, la personne fait l'effort. Il est 7h30, hein, comme moi et comme tous les élèves. C'est un peu galère d'avoir cours à cette heure-ci, je le conçois, mais c'est comme ça. Donc, les élèves qui font l'effort au moins de venir au cours, pour moi, ils sont beaucoup plus méritants que la personne qui regarde des replays chez elle, tranquillou, à 2 heures de l'après-midi. Donc voilà comment moi je vais baser ma notation sur les notes et surtout sur la présence pendant mes cours. Voilà pour cela. Allez, on va pouvoir commencer le chapitre donc, que je vous avais proposé concernant l'analyse des flux de trésorerie. Je vais d'abord faire un petit rappel du contexte, à quel moment on utilise cette méthode, et puis ensuite, eh ben, on va travailler ensemble l'annale de l'année 2019, je crois, donc il y a 2 ans, hein, oui, voilà, l'annale de l'année 2019, pour revoir un petit peu toute la méthodologie. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Il y a 2, 3 petits pièges à éviter, mais qu'en général, c'est un chapitre que vous devez pouvoir réussir. D'abord, l'analyse des flux de trésorerie se fait pour vérifier la rentabilité d'un investissement que j'envisage de faire. Imaginons que j'envisage d'investir dans mon entreprise 20 000 euros. Évidemment, je vais les investir en espérant avoir un retour sur investissement, donc avoir de l'argent qui rentre durant les années de mon investissement. Et ça va être l'analyse des flux que mon investissement va provoquer, qui va me permettre de dire, voilà, c'est un investissement qui est valable ou c'est un investissement qui n'est pas valable. Et c'est ce qu'on va essayer de vous faire deviner, ce qu'on va essayer de vous faire calculer, avec bien sûr une conclusion derrière, en fonction des montants et des chiffres que vous aurez trouvés. Pour cela, ce n'est pas très compliqué. D'accord. Il y a une méthodologie à appliquer et 2, 3 pièges à éviter. Alors, si vous voulez bien, je vais utiliser, vous avez le sujet que l'on va traiter. Je vais utiliser un tableau JAM pour vous expliquer exactement comment ça va fonctionner et pour voir les points de détail de ce chapitre. Alors, je vais d'abord, générer un tableau. Je vais le partager à l'écran. Et on va pouvoir analyser un peu notre situation. Alors, regardons d'abord le sujet qui était proposé, donc je vous ai dit, en 2019. Alors, comme beaucoup des sujets, il était composé de 4 parties, avec des parties qui vont autant sur la gestion que sur la problématique du droit ou que sur la problématique des ressources humaines, quant au recrutement, par exemple, quant au contrat de travail, etc. Bien sûr, en général, c'est plutôt équilibré, deux parties sur des éléments chiffrés et 2 parties sur des éléments un peu moins chiffrés, un peu plus rédactionnels. En général, c'est plutôt réparti comme cela. Et ici, on nous disait que M. Delmas a la possibilité de louer
un local commercial à un prix qui est relativement intéressant pour lui. Toutefois, le local va demander un investissement pour l'aménagement et pour le transformer en restaurant. Cet investissement est de 50 000 euros. Et avant, bien sûr, de prendre sa décision, M. Delmas souhaite faire l'étude de la rentabilité, l'étude des flux, de façon à voir si son investissement sera rentable et surtout à quel niveau. Et donc pour qu'on puisse le conseiller ou le déconseiller quant à cet investissement. Voilà le chapitre qui a été fourni. Bien sûr, avec ce chapitre, avec ces données, on nous donnait les données chiffrées que l'on a. Alors vous les avez, hein, je vous les ai mis dans votre Net Campus avec les petits tableaux, mais là je vous les remets à l'écran. On nous dit que l'investissement, il est à hauteur de 50 000 euros et j'attire votre attention sur ce premier point de vigilance. L'investissement, voilà, exactement Estelle. Hors taxe, hors taxe. Moi, je vois, si jamais un chapitre comme ça devait tomber, je vois très bien le piège en vous donnant un investissement de 60 000 TTC. Boum. Et je suis pratiquement sûr que 90% des étudiants partiraient sur un calcul d'amortissement sur une base de 60 000 au lieu de rechercher le montant hors taxe équivalent à un TTC de 60 000. Alors, quelqu'un peut me redonner comment on fait pour passer d'un TTC vers un hors taxe? C'est pas. Je sais plus si jamais c'est divisé ou fois 1,2. Alors, le hors taxe est-il plus petit ou plus grand que le TTC ASNA? Il est plus petit. Donc, vous allez diviser. D'accord? Voilà, alors il y avait des bonnes réponses. Hein. Là, lui, je crois que c'était Meïssa aussi qui m'avait dit. Donc, effectivement, on va diviser. Alors, je vais quand même vous le remarquer hein, sur le petit truc. Donc, le hors taxe, il est égal au TTC divisé par 1 plus le taux. Alors, quand on est à un taux à 20%, ce qui est pratiquement à chaque fois le cas, ça sera divisé par 1,2, puisque 1 plus 20%, ça fait 1,2. Et bien sûr, à l'inverse, ici, ça n'est pas très utile, mais on peut toujours se dire que le TTC, il est égal au taxe multiplié par 1 plus le taux. Mais on nous donnera toujours le taux de TTC à ce moment, le taux de taxe, non? Oui, Là, si on nous avait donné le montant TTC, on nous aurait donné le montant de taxe à chaque fois. Je vais vous dire oui, sauf qu'une année, alors je pense que par contre c'était un examen blanc, si on ne vous le donne pas, c'est obligatoirement 20%, parce que clairement, le taux de 20%, c'est le taux normal. Donc c'est le taux qu'on devrait tous appliquer, et quel que soit. Mais à tout principe, il y a toujours des exceptions. Et les taux de 10, de 5,5 ou encore de 2,1 sont des taux exceptionnels. A priori, je suis pratiquement sûr à 99% qu'on va vous donner le taux si jamais on devait faire des calculs. Mais si on ne vous le donne pas, vous partez sur 20%, puisque non, c'est le taux normal. Ok, merci. Donc, premier point de vigilance, attention, il faut toujours se baser sur un montant hors taxe pour calculer l'amortissement. Ensuite, on nous donnait des informations, notamment le taux d'impôt sur les bénéfices et le fait que s'il y a des pertes, à ce moment-là, ça n'a aucune influence. Je reviens sur les questions qui nous étaient posées et pour vous dire que dans cet exercice, on nous proposait les tableaux déjà tout faits. Ce qui permettait voilà, de faciliter un peu la réponse, d'accord, et surtout de vous orienter si jamais vous ne vous souvenez plus comment on réalise notre tableau des flux de trésorerie, comment on le faisait. Et on vous donnait aussi des formules. Alors, je vais revenir juste sur la problématique des formules. Dans l'analyse de notre... on nous donnait, voilà, des formules de calcul financier.
Ces formules, on va en avoir besoin pour calculer l'actualisation. L'actualisation, c'est de trouver quelle est la somme actuelle par rapport à un montant futur. Je reviendrai après là-dessus. Mais ici, on nous donne deux formules. Or, c'est là où il y avait peut-être le seul petit piège de l'exercice, il n'y en a qu'une qui est utile. L'autre, elle n'est pas utile. Une des deux formules qui est là sert à calculer la capitalisation. C'est-à-dire, clairement, une somme qui est placée aujourd'hui à un certain taux pendant une certaine durée va me donner une somme future. D'accord ? Une somme plus importante, a priori. Ça, c'est ce qu'on appelle la capitalisation. Pour calculer cette somme future, la somme que j'obtiendrai, alors je vais juste vous demander 30 secondes parce que j'ai déjà préparé mes petites affaires et ça va aller plus vite une fois que j'aurai retrouvé. Hop, hop, hop. Ça va aller assez vite. Hop, voilà. C'est pas ça. Alors, voilà, c'est celui. Excusez-moi. Ok, c'est tout bon. On peut continuer. J'ai retrouvé. Donc, ce que je vous disais, c'est que on nous donnait deux formules. Une première sert à la capitalisation et l'autre sert à l'actualisation. Ça veut dire quoi ces deux choses-là? La capitalisation, c'est la somme future que j'obtiendrai grâce à un placement. Alors, évidemment, je n'ai pas pris le bon. Il est où? Il est là. Fichier que je veux. Bon, j'ai perdu, c'est pas grave. Donc, imaginons que vous placiez une certaine somme pendant un certain temps. Donc, je place 5 000 € à 5% d'intérêt pendant 5 ans. Question, quelle somme vais-je obtenir dans 5 ans? Ça, c'est ce qu'on appelle de la capitalisation. Pour obtenir une somme future en fonction d'une somme de départ, je vais utiliser la première formule. Cn, qui est la somme future, est égale à la somme que j'ai investie, CO, la somme à l'origine, multipliée par 1 plus le taux exposant la durée. Clairement, pour faire mon calcul ici, je vais faire 5000 multiplié par 1 plus 0,5, qui correspond à 5%, exposant, que je vais faire avec un petit truc comme ça, exposant 5. I, c'est le taux d'intérêt, N, c'est la durée. Et là, je vais obtenir une somme plus importante, évidemment. 5000 fois 1,05 exposant 5. Voilà. Je vais obtenir 6381 €. La première formule me sert à connaître la somme future d'un placement d'aujourd'hui. La deuxième formule, celle de l'actualisation, ça, c'est ce que je viens de vous faire là, c'est ce qu'on appelle de la capitalisation. La deuxième formule, ici, sert à connaître quelle est la somme que je dois placer pour obtenir plus tard
telle somme. Donc, pour obtenir dans 8 ans la somme de 70 000 euros, placement à 8% d'intérêt, quelle somme dois-je placer aujourd'hui? Donc vous comprenez ici que on cherche une somme que je place aujourd'hui et qui me rapporterait dans 8 ans la somme de 70 000 euros. Alors pourquoi vous me dites 8 000 euros, Françoise? Je vais utiliser, voilà, 70 000 euros, d'accord, mais vous manquez l'exposant moins 8. Alors je vais changer pour pas que vous mélangiez les trucs, je vais dire que c'est à 9%, d'accord. Donc je vais utiliser cette deuxième formule. CO, c'est la somme d'aujourd'hui, donc c'est ce que je cherche, la somme à l'origine d'un placement ici qui aurait rapporté autant avec tel intérêt pendant telle période. Donc la formule ici pour actualiser, finalement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'actualisation. C'est 70 000 moins 8, Françoise. 70 000 fois 1 plus 0,09 exposant. Et là, comme je reviens en arrière, moins 8. Alors, je vais répondre à vos... Je finis juste mon calcul et je réponds à vos questions après. Donc, voilà la formule que je dois utiliser, c'est-à-dire celle-ci, celle de l'actualisation. Cette formule ici, c'était un piège, il ne fallait pas l'utiliser, puisque ça me permet à calculer de la capitalisation. Et on sait que dans l'exercice des flux de trésorerie, on a besoin d'actualiser les flux. Alors, pour vous donner le résultat ici, pour ma calculatrice, 70 000 fois 1,09 exposant moins 8. Voilà, il va falloir placer 35 000 euros. 35 130 euros. Pour pouvoir avoir dans 8 ans la somme de 70 000 euros. Donc, vous voyez qu'ici, on revient en arrière. Clairement, j'avais préparé un petit graphique. Clairement, ici, la capitalisation nous permet de connaître une somme future, alors que l'actualisation me permet de connaître la somme actuelle qui me permettrait d'obtenir telle somme future. Une fois qu'on a vu un peu les petits pièges de cet exercice, bon, d'abord, il y en avait un qui n'en était pas un, c'est celui de travailler sur une somme hors taxe pour calculer l'amortissement de l'immobilisation. Le deuxième piège, c'était dans les calculs au niveau des formules que l'on vous donnait. Il y avait une formule qui n'était pas du tout adaptée au cas. D'accord? C'est celle de la capitalisation, alors que ce que nous, on a besoin, c'est d'actualiser. On va voir pourquoi après, on a besoin d'actualiser. Ça, c'est l'actualisation. Alors, dans le sujet, on vous donnait déjà les tableaux, comme je vous le disais. Le premier tableau va nous servir à connaître tous les ans quels sont les flux qui vont être générés par mon investissement. Donc, on nous donnait ici
ce tableau-là. Alors, les recettes que l'on va devoir inscrire, les dépenses, on nous les donner, l'amortissement qu'il va falloir calculer, le résultat avant impôt, les impôts, le résultat après impôt, l'amortissement et les flux. Bien sûr, ce qui va se calculer. Alors, j'ai Estelle. Je vais proposer à Estelle de faire la première année. Si vous vous trompez, c'est bien, d'accord? Ça montre d'abord que ce n'est pas encore tout à fait maîtrisé et que grâce à la correction que je vais faire, vous allez mieux voir les choses. Quand on se trompe, là, généralement, la deuxième fois, on ne se trompe plus. Virginie, je vais vous proposer de faire l'année 2021. Alors, Burastan, est-ce que vous avez Burastan? Oui. Est-ce que vous avez la possibilité d'écrire? Parce qu'il me semblait que d'habitude, vous étiez sur un téléphone ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez écrire sur le drive que l'on a là? Et je vous mets là, si jamais vous ne pouvez pas, c'est pas grave. J'espère que j'ai bien écrit votre nom, Burastan. Bon, ok, alors on va mettre quelqu'un d'autre. On va mettre R qui s'est connecté. Ça là? Allez, hop, ça là. Je vous laisse remplir l'année 2022, ça là. Allez, qui veut participer? Meïssa? On y va. Hop, Meïssa. Je vous écoute, Déborah. Allez-y, dites-moi. Non, c'était pour participer. Ok, bah allez-y. Vous faites l'année 2024 alors. Voilà, je vous laisse inscrire donc les chiffres nécessaires et puis je vous oriente s'il y a des erreurs, s'il y a des choses qui ne vont pas. Je vous rappelle, vous devez aller cliquer sur. Vous ne pouvez pas écrire directement dans le tableau. Vous devez d'abord aller choisir le petit outil d'écriture sur le côté. Et ensuite, vous positionnez votre case et vous écrivez les montants que vous avez trouvés. Ah, du coup, il faut aller sur le drive et en direct, c'est ça? Oui, normalement. Ah, je croyais que vous alliez le faire au fur et à mesure. Ok, d'accord. Bon, je vais voir si j'arrive. Ouais. Sinon, je vous donne l'accès. A priori, vous n'avez pas l'accès, ou sinon vous demandez l'accès et puis je dirais OK. OK, Estelle, on est bien parti. Alors, Déborah, je vais vous donner l'accès. C'est Louachi. Voilà, vous devriez avoir accès, Déborah. Ok, merci. Alors, Meïssa, c'est tout bon? Oui. Donc, allez-y, je vous laisse écrire vos chiffres. Je n'arrive pas à écrire Meïssa, vous êtes où?
Alors, attention, hein, il faut bien aller choisir d'abord le petit outil ici. Vous ne pouvez pas écrire directement dans le tableau. C'est une image en fait que je reproduis, hein. Vous devez aller choisir le petit outil ici de texte qui se trouve en bas à gauche de votre écran et, cliquer dans la case où vous voulez placer votre texte. Voilà. Alors, Estelle et Virginie, il ne faudra pas vous inquiéter si vous trouvez des chiffres négatifs, hein. C'est normal. Ah, merci, c'est ce que j'allais vous demander. Je sais pas. Ça surprend toujours. Monsieur, Oui, en fait, amortissement, je bloque, j'arrive pas. Faut pas faire le tableau d'amortissement, c'est juste on divise par le nombre d'années. exactement. Parce que votre tableau d'amortissement, de toute façon, il aurait été très simple. Mais là, on a besoin de connaître que une annuité et elles seront toutes identiques puisqu'on commence le 1er janvier. Donc, D'accord, je parce vais que j'étais en train de me dire comment on peut faire pour tout mettre là-dedans, mais non, en fait, on divise juste. juste pour l'année 2020, mais comme elles seront toutes pareilles, je vais vous remettre quand même, hein, l'amortissement il est égal à la valeur hors taxe divisé par le nombre d'années. Évidemment, c'est une formule hyper simplifiée, sous condition, bien sûr, que le bien ait été mis en service le 1er janvier. Mais ce sera toujours le cas dans les tableaux de ce type-là. Mais Issa, pourquoi votre amortissement il est de 5006? Comment vous avez calculé 5600 €? Vous m'entendez là ou pas? Oui, oui, je vous entends. En fait, je me suis trompée, je crois que j'ai pris 28 000, mais il fallait que je prenne 53 000. Il fallait Voilà. prendre 50 000. L'investissement, d'accord? La partie amortissement, c'est l'investissement divisé par le nombre d'années. L'investissement, il est de 50 000 €. D'accord? Divisé par 5, donc ça fait 10 000. Voilà, l'investissement hors taxe divisé par le nombre d'années. Alors effectivement, si on n'a pas de résultat, Virginie, il n'y aura pas d'impôt. Donc on va rester à zéro. Monsieur, là, l'impôt pour bénéfice, ça sera toujours 60%? Alors, Euh, c'est pas, le pas 60. résultat après impôt, je voulais dire. Le Pardon. résultat, le résultat, alors, allez-y, posez votre question. En fait, je voulais savoir si le résultat après impôt, c'était c'était quand on ajoutait l'impôt sur les sociétés ou pas? On le retire. On le retire. Ah là, d'accord, on le retire, ok. Merci.
Monsieur, la deuxième ligne, amortissement, elle a une autre signification? Pas du tout, c'est la reprise de l'amortissement. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Mélissa, regardez bien la formule pour calculer le résultat courant avant impôt. C'est les recettes moins les dépenses et plus les amortissements. D'accord, avec une parenthèse. Hein. En fait, c'est les recettes moins les dépenses moins les amortissements. Estelle, pourquoi Alors d'abord, au niveau de l'impôt, Estelle, il n'y a pas d'impôt négatif, ça n'existe pas. D'accord? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on ne fait pas de bénéfice, ben, on ne paye pas d'impôt. C'est comme si, dans la vie, si vous ne gagnez pas de sous, vous ne payerez pas d'impôt. D'accord? Donc là, l'entreprise n'a pas gagné l'argent, on va dire, hein, entre guillemets, donc il n'y a pas d'impôt. Donc retirez vos 7200 et mettez-moi 0. Voilà, et refaites vos calculs pour votre calcul de flux net. Alors, Mélissa, dites-moi comment vous avez calculé l'impôt. Dites-moi le calcul que vous avez fait. J'ai fait 10 000. Non, pas 10 000. Attendez, il faut que je retourne mon calcul. Pour le résultat courant avant impôt, Oui. j'ai fait 53 000 D'accord. moins. Non, mais ça, c'est bon. Ouais. Comment vous avez fait pour calculer l'impôt? J'ai enlevé, c'était écrit 28% dans le taux d'impôt. Ouais, donc l'impôt, il est de combien donc? Attendez. 38 000, mais je trouve pas pareil. Dites-moi le calcul que vous voulez faire pour calculer. J'ai voulu faire 53 000 moins les 28%. Alors non, vos impôts, ils sont basés sur le résultat avant impôt. D'accord? Ouais. L'impôt sur le bénéfice, c'est le résultat avant impôt multiplié par le taux. Donc, l'impôt
l'impôt sur les bénéfices, c'est le résultat courant avant impôt, le RCAI, hein, multiplié par le taux d'imposition qui est de 28%. Hein. Donc ça sera 15 000 fois 28%. Vous faites votre calcul et modifiez votre résultat. C'est 4200, c'est ça? Voilà, exactement. OK. Donc, y a-t-il des questions par rapport à la construction de ce tableau? Je vous ai remis un peu les différentes étapes. Hein. Voilà. C'est pas très compliqué. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que dans un an, au bout de l'année 2020, au bout d'un an d'investissement, je n'ai rien. Donc, j'ai investi 50 000 euros, ça ne m'a rien ramené. Au bout de 2 ans, ça m'a ramené 8 000. Au bout de 3 ans, ça m'a ramené donc 8 000 plus les 14 320, etc., etc. Ces flux de trésorerie, ici, voilà. Ces flux de trésorerie que j'ai repris ici, d'accord, il va falloir me dire, voilà, dans un an, alors il y a quelqu'un qui, c'est Meïssa, si vous voulez bien, soit vous avez quelque chose à me demander, Meïssa, ou sinon, si c'est juste, voilà, merci, super. Donc ça veut dire que mes 50 000 que j'ai investis m'ont rapporté 8 000, 14 000, 20 000 et 25 000 euros. Ce qui correspond à un total. Ici, finalement, ça m'a rapporté au total 68 000. Le total des flux de trésorerie, il est de 68 240 euros. J'investis 50 000 euros et au bout de 5 ans, j'ai récupéré au total 68 240. D'accord ? Donc voilà ce que veut dire nos flux. Sauf que si pour obtenir 68 240 dans 5 ans, quelle somme il aurait fallu investir à 5%, c'est le taux d'actualisation qu'on nous donne. Ça, on nous le donne, hein, il n'y a pas besoin de le savoir, on va nous le donner. Ce que je vais rechercher ici, c'est, aujourd'hui, j'ai investi 50 000, investissement 50 000, valeur, enfin, je vais l'appeler retour sur investissement, ce que ça m'a rapporté, hein. 5 ans plus tard. « 68 240. » Mais là, on est d'accord, monsieur, que ça ne tient pas compte des 5%, parce qu'à aucun moment, on les a mis quelque part dans le tableau, les 5%. Pas pour l'instant, on est d'accord. OK. Pas pour l'instant, effectivement. Donc, j'ai investi 50 000, ça m'a rapporté 68 000. Allez-y, Françoise. Oui, bonsoir monsieur. En fait, vous pouvez repasser à la slide juste avant parce qu'on l'avait déjà fait cet exercice et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait pareil. Comment ça se fait du coup qu'on n'ait pas d'impôt sur les bénéfices en 2020 et 2021? Parce que techniquement, même sur un chiffre négatif, on peut calculer un impôt. Et Alors, au final... vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et peut-être que d'ailleurs, on l'avait traité, cet exercice, en ayant un impôt négatif. Sauf que dans le sujet, on nous dit que ça permet justement de dire qu'il n'y aura pas d'impôt. On nous dit que les pertes éventuelles qui pourraient être liées à cette nouvelle activité seront compensées par les bénéfices dégagés sur l'activité de commercialisation de produits de nutrition. Donc ça veut dire que
globalement dans l'entreprise, je reviens, globalement dans l'entreprise, on voit ici qu'on a perdu 10 000 euros. D'accord? Mais l'impôt, il n'est pas que sur une part d'activité de l'entreprise, il est sur l'activité globale de l'entreprise. Et on nous dit par ailleurs que d'autres activités de l'entreprise vont générer du bénéfice qui vont couvrir éventuellement les pertes potentielles. Voilà pourquoi ici on met un impôt sur les bénéfices à 0, sans impact sur l'impôt sur les bénéfices. D'accord. Parce qu'il y aura une couverture par les autres activités. Si on n'avait pas eu cette information, ou si on ne l'avait pas prise en compte, d'accord, si on n'avait pas eu cette information, on aurait pu avoir un impôt négatif qui aurait été reporté sur les années où j'ai de l'impôt. Mais clairement, cette technique-là demande beaucoup trop de connaissances, en fiscalité notamment, pour qu'on vous donne à l'appliquer. Donc, dans tous les cas, même si le résultat courant avant impôt il est négatif, vous n'aurez pas à calculer un impôt négatif que vous auriez pu reporter sur les années suivantes. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Françoise? Oui, oui, je suis d'accord. Mais au final, on se retrouve avec un SNT négatif en 2020 et 2021, alors qu'on avait calculé. Et en 2021, on a un SNT qui est 8500. Donc finalement, c'est beaucoup plus profitable de calculer même avec un impôt négatif, puisque au final, tout sera meilleur. Enfin, au final, les FNT sont plus importants et on aura une vanne qui sera meilleure. Probablement, non? Je n'ai pas tout compris ce que vous avez dit, votre micro ne fonctionne pas bien, mais dans l'esprit, vous me dites, si on travaillait avec un impôt négatif, finalement, du négatif, on serait repassé à un résultat courant après impôt en positif, d'accord, ou moins en négatif, et on aurait une vanne certainement plus importante. D'accord, mais sauf que quand j'ai un impôt négatif cette année, on ne me le rembourse pas. D'accord, on ne me le rembourse pas. Imaginons qu'en 2021, je vais prendre juste 2021 et 2022, hein, d'accord? Imaginons qu'en 2022, mon entreprise ait fait des déficits, ait fait des pertes. Évidemment qu'il n'y aura pas d'impôt. Si je fais des pertes, si on multiplie, on ne peut pas avoir un impôt négatif. Sauf que, effectivement, je vais me mettre en réserve cette sorte de crédit d'impôt. Cet impôt négatif, cette année, en 2021, je ne paierai pas d'impôt. Et l'année prochaine, au lieu de payer 1680 comme j'aurais dû payer, je vais déduire mon négatif de l'année 2021. Donc, finalement, ça serait lissé sur plusieurs années, la solution. J'aurais pu très bien avoir du négatif ici et plus de positif ici, ou bien rien ici et un petit peu moins de positif ici. Mais encore une fois, cette technique-là de report de l'impôt demande des connaissances fiscales trop importantes pour qu'on puisse vous confronter à cette situation-là. On va à chaque fois qu'il y aurait éventuellement un résultat négatif, on va vous dire, il n'y a pas d'impôt, c'est tout. On compte impôt 0. Mais, encore une fois, l'impôt négatif reportable les années suivantes, il est tout à fait possible, mais pas à votre niveau. Alors, on parlera de notre actualisation lors de notre prochaine séance, d'accord? On s'est préparé le tableau, on sait que le total de nos flux de trésorerie nous auront rapporté dans 5 ans 68 240 euros, que j'ai investi 50 000 euros. Est-ce que ces 50 000 euros, si je les avais placés, ils m'auraient rapporté plus? Ou bien, quelle somme aurait-il fallu placer pour obtenir, avec 5% d'intérêt, 68 000 euros à la fin des 5 ans? C'est le principe de l'actualisation que l'on fera lors de notre prochaine séance. On reprendra où on s'est arrêté ici. Hop, je vais juste noter que c'est le FNT Paris. Comme ça, on pourra reprendre exactement où on en était arrivé et je pense qu'on retravaillera un deuxième exercice. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Vous allez remettre le partage de ces pages demain? Oui, voilà, si on se voit demain, je réutiliserai le même support. Ça marche? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain. Ciao.